Alors on va juste se remettre un petit peu 30 ans en arrière avec les études sur les IEC, et vous savez que les IEC ont d'abord été utilisés dans le début des années 90 dans l'insuffisance cardiaque, et puis très rapidement, quelques années plus tard, on s'est intéressé à la dysfonction ventriculaire gauche post-infarctus qui fait en général le lit de l'insuffisance cardiaque, puisqu'on sait que ces patients-là, c'est ceux qui vont faire les gros bataillons des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection diminuée. Et vous voyez que vous avez ici une méta-analyse avec 3 essais qui étaient très fameux à l'époque. On était au tout début de ces grandes études randomisées et ça donnait des résultats très solides. Vous aviez l'étude SAVE, l'étude R et l'étude TRACE qui dit probablement rien pour les plus jeunes d'entre vous. Et on voit que les patients qui recevaient l'IEC, donc avec des critères qui étaient assez identiques, c'est-à-dire soit une dysfonction ventriculaire gauche à la suite d'un infarctus du myocarde, soit de l'insuffisance cardiaque au décours tout de suite de l'infarctus du myocarde, finalement étaient améliorés sur le plan du pronostic lorsqu'ils recevaient des IEC par rapport à un placebo. Ça a été confirmé avec les Artans dans l'étude Valiant avec le Valsartan, dans une étude qui le comparait au captopril ou en association, et en tout cas on avait le Valsartan faisait jeu égal avec les IEC dans cette indication en termes de diminution du risque en post-infarctus, de décès, d'insuffisance cardiaque, etc. Et puis vous savez aussi, ça a été montré avec les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, et on a d'abord fait l'étude dans l'insuffisance cardiaque, l'étude RAILS, et puis quelques années après, c'était l'étude Ephesus avec pas la spironolactone mais les plérénones, et vous voyez que là encore des résultats très solides qui montraient que finalement des inhibiteurs des récepteurs aux minéralocorticoïdes étaient intéressants dans l'insuffisance cardiaque. Donc c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'après les résultats intéressants de paradigme qui montraient finalement que l'association sacubitril-valsartan faisait mieux que l'énalapril dans l'insuffisance cardiaque chronique en termes de réduction des événements, décès et insuffisance cardiaque, et bien là encore, sacubitril-valsartan, on s'est attaqué à la dysfonction ventriculaire gauche post-infarctus ou à l'insuffisance cardiaque post-infarctus, avec des patients qui étaient sélectionnés sur ces critères, avec en général un critère de risque supplémentaire, vous les avez ici qui sont cités, soit l'âge un peu élevé, la fibrillation atriale, une fraction d'éjection vraiment basse, etc. Et les patients donc étaient randomisés, sacubitril, ou ils étaient randomisés versus ramipril 5 mg 2 fois, qui était le traitement qui avait été utilisé dans l'étude R il y a une trentaine d'années dans le post-infarctus. Donc il y a eu un suivi de 23 mois. Le critère primaire d'évaluation, c'était le décès cardiovasculaire, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou les hospitalisations traitées en ambulatoire. Et donc, vous voyez qu'en gros, vous avez en bas les doses que les patients ont reçues en moyenne. C'était 139 mg pour le sacubitril-valsartan 2 fois par jour, c'est-à-dire en sachant que la dose pleine, c'est 200 mg. On ne parle pas comme ça, on parle en général 97-103, mais c'est pour faire l'équivalent. Et vous voyez que pour l'étude R, ils n'avaient pas tout à fait 5 mg 2 fois, mais en moyenne, à 4 mois, ils avaient 3,8 mg 2 fois par jour. On va passer rapidement sur les caractéristiques de la population. Vous voyez, c'est une population relativement jeune, 64 ans. Ce qui est plus intéressant, c'est de montrer qu'il y avait 3/4 de patients qui avaient des stémies, un quart des non-stémies. La grande majorité d'entre 90% ont été revascularisés et essentiellement par angioplastie. Et vous voyez que vous aviez 2/3 d'infarctus antérieur. Et point important, les patients ont été randomisés 4 jours après l'admission, c'est-à-dire vraiment dans la phase très aiguë de l'hospitalisation. Donc, ils ont commencé à recevoir le traitement 4 jours avant. Donc, vous avez la fraction d'éjection et vous avez aussi les traitements dans le bas de la diapositive qui montrent que c'est des patients qui déjà recevaient les traitements conventionnels. 85% étaient déjà sous bêta-bloquants, alors qu'ils avaient finalement fait de l'insuffisance cardiaque ou de la dysfonction ventriculaire gauche post-infarctus. Une majorité recevaient des IEC quand ils ont été inclus et vous voyez 40% étaient sous antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Alors voilà les résultats et vous avez bien sûr entendu que cette étude est plutôt négative puisqu'on a une réduction du risque qui est de 0,90 mais qu'on n'atteint pas la significativité. Donc clairement, finalement, le sacubitril-valsartan ne fait pas mieux
que la molécule qu'on pourrait considérer qui est extrêmement prescrite en France, qui est le ramipril, un ramipril 5 mg 2 fois. Donc finalement, dans cette indication, elle ne fait pas mieux. Si on prend les différents critères du critère composite, on a des données assez comparables, si ce n'est sur l'insuffisance cardiaque ambulatoire, où on approche de l'effet de la significativité, mais en tout cas, globalement, ça ne change rien. Et si on regarde les différents sous-groupes, il y a deux interactions qui sortent. Il y a une interaction avec l'âge, et on voit qu'il y a peut-être une efficacité supplémentaire chez les patients les plus âgés de plus de 65 ans par rapport aux autres. Et on a également peut-être une efficacité sur les patients qui avaient été angioplastiés, qui avaient donc 90% des patients, mais encore une fois, ce sont plutôt des données qui peuvent générer des hypothèses. On passe assez vite sur ces diapositives qui ont essayé, quand on a une étude négative, on essaye de montrer s'il n'y a pas quand même des positivités quelque part. Et c'est vrai que quand on quand on faisait le nombre d'événements cumulés, en particulier le nombre total d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque, là il y avait un effet qui sortait, hein, c'est-à-dire que si on ne faisait pas la première hospitalisation, mais toutes les hospitalisations cumulées avec l'ensemble des critères, ça sortait. Et si on regardait ce qu'avaient adjudiqué les investigateurs, il y avait également une petite tendance. Voilà. Alors, si on regarde les effets secondaires, et c'est intéressant, vous voyez qu'il y a quand même eu plus d'hypotension avec le sacubitril/valsartan qu'avec le ramipril. Et d'ailleurs, on sait que c'est une molécule qui est plutôt un peu plus hypotensive, un peu plus efficace, et c'est pas complètement anodin, puisqu'il y a une étude que je ne vous ai pas mentionnée, qui est l'étude Consensus 2, il y a une trentaine d'années, avec l'énalapril par voie intraveineuse, et qui avait malheureusement, par voie intraveineuse, l'énalapril donné très en aigu dans l'infarctus avec dysfonction VG ou insuffisance cardiaque, avait montré des résultats également pareils, mais il y avait beaucoup d'hypotension, et probablement que l'hypotension, c'est pas très bon quand on est à la phase aiguë de l'insuffisance cardiaque. Deuxième élément qui peut expliquer cette absence de différence, vous voyez qu'en 30 ans, le pronostic des patients, normalement c'est à peu près les mêmes patients, vous avez le pronostic des études il y a 30 ans, vous voyez le placebo est là, il y avait 30% d'événements à 3 ans, sous le traitement actif vous étiez à 25%, 20-25%, et vous voyez qu'aujourd'hui on est à peu près à 10% d'événements, donc clairement, il y a eu une amélioration considérable du pronostic de ces patients. Et enfin, le dernier critère qui peut peut-être expliquer l'absence de différence, c'est peut-être que le ramipril 5 mg 2 fois est peut-être meilleur que l'énalapril 20 mg qui a été utilisé dans l'étude Paradigme, mais ça, on n'a pas suffisamment de données pour le dire. En tout cas, le comparateur n'est pas le même que dans l'étude Paradigme, et ça peut être aussi un élément qui explique cette absence de différence, même si effectivement il y a une tendance qui va plutôt dans le bon sens. La deuxième étude, c'est l'étude Réab-HF. Alors là, on change totalement de registre et on s'intéresse au sujet âgé et en insuffisance cardiaque. Et vous savez que l'insuffisance cardiaque, c'est la première cause d'hospitalisation chez les patients qui ont plus de 65-70 ans. Donc c'est évidemment un élément extrêmement une situation extrêmement fréquente, et quand on s'intéresse à l'insuffisance cardiaque du sujet âgé, j'aime bien cette diapositive qui montre que finalement le médicament, tout ce qui est médical, représente qu'une partie de la prise en charge, et bien entendu, ces patients ont la plupart du temps beaucoup de comorbidités, ils sont fragiles, et il faut bien sûr en tenir compte. Ils ont des troubles cognitifs, ils ont des troubles de l'humeur, il faut en tenir compte. Et bien sûr, il faut aussi tenir compte de leur environnement social. Et si on ne traite que médicalement ces patients, bah finalement, on va traiter, bon là, vous avez des quarts de tableau, on va dire un quart du problème, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, on ne va pas prendre la totalité de la problématique du patient en considération. Alors c'est un peu dans ce contexte que s'inscrit l'étude Réab-HF, qui est une étude randomisée, contrôlée, en simple aveugle, qui est une étude en fait qui évalue un programme de réadaptation qui va être progressif, qui va être évidemment adapté à chaque patient, et surtout qui va être commencé tôt pendant l'hospitalisation, donc il va être commencé alors que le patient n'est pas encore sorti, et ensuite il va être mis en place une fois que le patient est sorti, soit à la maison, soit éventuellement le patient va revenir. C'est un programme
vous voyez, de 60 minutes 3 fois par semaine, avec également des conseils concernant un exercice à poursuivre au niveau chez lui, hein, et avec un certain nombre de critères dans la réadaptation qui sont à la fois des critères d'endurance, enfin plutôt de force, hein, d'équilibre, de mobilité et d'endurance. Et ensuite, les patients pouvaient être encore suivis pendant 6 mois. Alors, le critère primaire, c'est pas un critère de morbimortalité. Là, on est quand même beaucoup plus modeste. C'est un critère que je ne connais pas d'ailleurs, qui est un test qui évalue différents composants de l'activité physique, hein, par exemple le fait de pouvoir se lever facilement de son siège, la vitesse avec laquelle le patient va marcher, etc. Un certain nombre de critères, la force avec laquelle il peut faire du hand grip. Voilà ce type de critères qui avait été pris en charge. Et bien sûr, dans les critères secondaires, quand même, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc voilà un petit peu la randomisation. Vous voyez qu'il y en a eu un certain nombre qui sont décédés à 3 mois. Voilà les principaux critères de la population, caractéristiques de la population. Vous voyez que là, on est dans une population plus âgée que tout à l'heure, mais quand même pas très âgée. On est surpris finalement. Moi, je me serais attendu à avoir des patients plutôt octogénaires. On a des patients de 72 ans. Bon, 72 ans, nous, c'est vraiment notre quotidien et c'est des patients qui sont plutôt, en général, en assez bon état. Vous voyez qu'il y en a plus d'un qui est une fraction d'éjection qui est préservée. Bon, la classe NYHA, mais ils sont hospitalisés évidemment assez élevés. Je crois que c'est toujours une gageure de classer les patients à NYHA quand ils sont hospitalisés. Vous avez les taux de BNP pendant leur hospitalisation. Et vous avez le fait que presque un patient sur 2 avait été hospitalisé dans les 6 derniers mois. Alors, vous avez ici également leur comorbidité. Vous voyez qu'en moyenne, ils avaient 5 comorbidités, donc ils étaient quand même assez fragiles. Et puis, ils avaient un indice de fragilité également défini par les critères de Fried, avec un certain nombre de patients qui avaient 2 critères, d'autres qui en avaient 3. Donc, des patients quand même plutôt assez fragiles, assez âgés, malgré un âge qui est quand même pas extrêmement avancé. Donc finalement, cette étude, elle est positive, elle a été publiée dans le New England, elle montre sur le critère primaire qu'on a une amélioration de ce critère finalement d'activité physique qui est significatif chez les patients qui ont reçu finalement ce programme de réadaptation. On a une amélioration du Kansas City cardiomyopathie questionnaire, qui est un indice de qualité de vie. Et puis, on a une amélioration de différents indices. L'indice EQ5D, qui est également un indice de qualité de vie. Le MoCA score, qui est un indice de troubles d'évaluation cognitive. Et puis, un indice de dépression. Donc, finalement, une amélioration de l'état global des patients en termes d'activité physique, en termes d'humeur et en termes de cognitif et de qualité de vie. Par contre, vous voyez qu'il n'y a absolument pas de différence sur les réhospitalisations à 6 mois et il n'y a pas non plus de différence dans les décès, voire même il y a quelques décès supplémentaires, mais enfin là encore, ce n'est pas significatif dans le groupe intervention. Voilà, donc vous voyez un essai beaucoup plus modeste, beaucoup moins de patients, mais intéressant, qui montre que l'insuffisance cardiaque du sujet âgé, c'est pas que les médicaments, c'est évidemment aussi une prise en charge un petit peu holistique dans laquelle l'activité physique doit également jouer un rôle important, en sachant que je suis simplement surpris dans cette étude par l'âge relativement jeune des patients par rapport à l'image qu'on se fait de ces patients insuffisants cardiaques, et c'est là où j'aimerais bien finalement savoir qui on a inclus dans cette étude. Parce que 72 ans, c'est quand même, en général, on a quand même des patients qui sont encore assez en forme quand on les voit dans notre service, qui est à peu près l'âge moyen d'hospitalisation de nos insuffisants cardiaques, alors que vous savez que l'âge moyen en France, c'est plutôt autour de 80 ans. Merci. S'il y a des questions. Alors, c'est vrai que je pense que vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a quand même sur l'étude RIAB, on est quand même un peu surpris de l'avoir publié dans le New England avec une population qui est décrite comme fragile, et c'est important de dire que c'était une population qui était ambulatoire pour la réhabilitation, c'est-à-dire qu'ils sortaient à domicile
de l'hôpital, après 4-5 jours d'hospitalisation, il se rendait en réhabilitation 3 fois par semaine, et donc on est peut-être en effet un petit peu loin de la population fragile qu'on peut voir nous en hospitalisation chez des patients octogénaires qui ne rentrent pas directement à la maison et qui vont dans les centres de réadaptation un petit peu plus lourds, et chez qui on sent bien que en effet la réadaptation est essentielle pour, pour reprendre une vie à peu près normale et pas être hospitalisé tout de suite. Sur Paradise MI, moi j'avais une question. Alors c'est vrai que l'étude est négative, n'empêche qu'il y a quand même une petite tendance, et puis ça va dans le sens de ce qu'on voyait avec la molécule. Est-ce que il y a des sous-groupes de Paradise MI où vous dites, si j'avais 100 patients devant moi Paradise-like et 50 comprimés d'Entresto et 50 comprimés de Ramipril, il y en a à qui je donnerais plutôt de l'Entresto. Oui, je pense que là encore, c'est toujours la même chose. C'est que plus on est sévère, plus on va en bénéficier. Ouais. Donc, si vous avez un patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche particulièrement sévère ou qui a fait un tableau d'insuffisance cardiaque particulièrement sévère, peut-être qu'il faudra privilégier cette molécule, mais quand même à la réserve près qu'il va falloir faire très attention à la tension. Ouais. Et je pense que certainement il peut en bénéficier, mais il ne faudra pas que ça soit au détriment, dans cette phase aiguë, d'une baisse de tension trop basse. Et peut-être que l'erreur, c'est d'avoir commencé le traitement trop tôt. Oui. Parce que peut-être qu'il aurait pu en bénéficier, mais un petit peu plus tard. Peut-être qu'on peut se contenter des IEC dans la phase aiguë, et puis 15 jours après, ou un mois après, quand on le revoit tranquillement, réintroduire le sacubitril/valsartan. Moi, je pense que c'est ça l'erreur. C'est d'avoir voulu en faire un médicament de la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, à un moment donné où on paye cher l'hypotension, hein, comme on paye cher l'hypoglycémie avec l'insuline, comme on paye cher l'hypokaliémie avec les diurétiques, etc. Hein. Les patients ischémiques, ils n'aiment pas ça. Et Ephésus n'avait pas commis cette erreur-là. Rappelons-nous, hein, le grand succès d'Ephésus, il commençait 15 jours après. Ah non. Ephésus, Ephésus, ça commençait très tôt. Mais pas dans les 3 premiers jours. Ah si, parce que et même dans Ephésus, ça je me souviens très bien, Ephésus, la population qui en bénéficiait le plus, c'est ceux qui avaient été inclus très précocement. Oui, et précocement, c'était 3 jours. C'était 3 jours. Oui, dans les 3 jours. Puisqu'on a fait Albatros, voilà. J0, J3. Mais la grosse différence dans Ephésus, c'est que l'éplérénone, c'est très peu hypotension, surtout à la dose où c'est donné. C'est pas du tout comme le sacubitril. Et t'évites les hypokaliémies. Et voilà. Voilà, et on a Goran qui nous écrit de Belgrade, qui demande quelles sont les causes pour vous du résultat négatif de Paradise MI par rapport à Paradigme HF, Pioneer HF. Est-ce que c'est le pourcentage de patients avec une FEVG de plus de 40%? Et comment expliquer un taux élevé d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion avant la randomisation dans Paradise MI? Oui, la question de Goran est très intéressante parce qu'effectivement, on voit que déjà ces patients, au moment de la randomisation, ils sont presque tous sous bêta-bloquants, sous IEC, etc. Donc déjà, on a installé, alors probablement à très faible dose, hein, mais on a déjà installé quasiment tous les traitements, ce qui est toujours une gageure, hein, parce que quand on a un patient en insuffisance cardiaque, introduire les bêta-bloquants, déjà, on le fait pas toujours immédiatement dans les. Parfois, on attend 24 heures de plus ou 72 heures de plus. Effectivement, les patients. Alors, les IEC, c'est peut-être moins choquant, mais les bêta-bloquants, on aurait pu se dire, on aurait pu en avoir moins que 85% sous bêta-bloquants. Donc, je pense que ils ont quand même été traités comme ils devaient l'être avant d'être randomisés et de recevoir finalement le sacubitril/valsartan. Mais l'explication, c'est un peu les explications que j'ai données. C'est finalement des patients un peu moins graves qu'avant, hein, puisqu'on voit que globalement les taux d'événements sont quand même largement inférieurs à ce qu'ils étaient avant. Et l'autre explication, je pense, c'est peut-être l'hypotension qui a pu enlever un peu d'effets bénéfiques potentiels. Hein. C'est-à-dire que peut-être que cette hypotension qui est surajoutée a pu enlever un peu du bénéfice qui aurait pu être attendu pour d'autres raisons.